Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour le premier update lecture avec mes lectures de mars. Si vous m'avez suivi début mars, vous savez que mes premières lectures n'ont pas été ouf et oui, je vais revenir sur le livre que j'ai lu dans le vlog lecture dans cet update. Voilà, donc cet update, je vous le dis, va très mal commencer, mais il va bien finir parce que les deux dernières lectures sont vraiment cool. Les deux premières, vous l'avez compris, c'était pas ça. Mais ensuite, je me suis, on va dire, rattrapée. Bref, on y va. Le premier, je vous en ai au final très peu parlé en update parce que vraiment rapidement, ça m'a gonflé. Vraiment. Donc, c'est l'élixir du bourreau, les royaumes de Naguère de Isabelle Fabula. Déception. Vraiment, le personnage principal ici n'est autre qu'une tête à claque. Non mais vraiment, une tête à claque. Vraiment, il est insupportable. Il est totalement imbu de lui-même et il a même pas de réelle excuse pour l'être. En gros, dans le résumé, on nous dit que après la mort accidentelle de son père, on va suivre le comte Richard qui a 12 ans et qui va enquêter sur une mort, notamment quelqu'un a été empoisonné et donc il va enquêter là-dessus. Ça avait l'air trop cool, quelqu'un empoisonné, on est au temps des châteaux forts, des contes, etc. Franchement, let's go. Sauf que, ce que je n'avais pas pris en compte, c'est que le personnage principal a 12 ans, qu'il est comte de machin bidule truc, et qu'il se prend clairement pour Monsieur le roi de la Terre, Monsieur le roi de la planète et de l'univers. Monsieur a 12 ans, mais tu dois lui baiser les pieds parce que c'est monsieur. Tu vois. Déjà, dès le début, franchement, tête à claque, insupportable. En plus, le petit retournement de situation du début, tu le vois devenir, mais à 10 000, ça n'en est même pas drôle. Et aussi et surtout, il n'est pas roi. Enfin, je veux dire, au début, du coup, avec sa mère, il est invité par le frère de sa mère qui, lui, est roi, dans son château à lui, avec ses enfants à lui, qui sont donc les futurs héritiers. Et lui, il est pas grand-chose à côté, mais il se prend pour le centre de l'univers, vraiment le roi de la Terre. Vraiment, j'avais envie de lui dire « Eh oh, mais ferme-la en fait !» Vraiment, sauf que évidemment, on est dans sa tête à lui. Son arrivée au château est absolument... Voilà. Moi, je trouve ça ni drôle, ni fun, ni cool à lire. J'avais juste envie de le tarter. Je peux pas parce qu'il est dans le livre. Voilà, donc du coup, il arrive au château, etc. Il essaie quand même de s'intégrer avec ses cousins ou un délire comme ça. Mais tu sens vraiment qu'il est en décalé, en fait. Ses cousins héritiers du trône, éduqués pour régner, vraiment, sont moins insupportables que lui. Et sont moins en mode « baisez-moi les pieds, je suis monsieur machin ». Vraiment, le gars est perché. Genre, il a la grosse tête, il a 12 ans. Et j'aurais pu faire un effort. Il est vrai, parce que je me suis arrêtée à la page 39. Mais en fait, on est avec un personnage que je trouve totalement insupportable, vous l'aurez compris. Et à la page 39, on n'a pas encore les éléments du résumé. L'enquête n'a pas démarré. Et donc en fait, j'ai aucun élément auquel me raccrocher. Je suis obligée de suivre un personnage que je ne supporte pas et qui fait des trucs que je ne supporte pas et qui ne m'intéressent pas. Puisque l'enquête, la mort, tout ça, ça n'a pas encore eu lieu. Alors, j'ai fait un petit peu défiler les pages et je sais que ça va arriver juste après l'endroit où je me suis arrêtée. Mais je refuse de suivre le comte Richard, imbu de sa personne. Vraiment, je ne peux pas suivre des personnages que je trouve détestables. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à lire un livre avec un personnage principal qui me sort par les yeux. C'est un fait. Donc j'ai pas lu. Le suivant, vous savez lequel c'est si vous avez vu mon vlog. Et je pense, j'ai vu en commentaire, j'ai pas pris le temps d'y répondre, mais il faut que je le fasse. Peut-être qu'entre temps je l'aurais fait, mais ce que j'ai dit dans le vlog et ce que je vais dire ici, ce n'est que mon avis. C'est pas parce que moi j'aime pas, c'est parce que moi j'ai pas accroché que le livre est nul. Il y a des gens qui adorent des livres que j'aime pas et inversement, il en faut pour tous les goûts. Donc en fait, si vous voulez lire ce livre, si vous avez envie, s'il vous attire, si vous voulez le tenter, ne vous arrêtez pas à mon avis. Moi je vous donne mon avis, mais ce n'est que mon avis. Bref, j'ai donc tenté I'm Your Soulmate, tome 1, The Perfect Match de Lila Mars, et ça a été un échec cuisant et total. Je vais essayer de vous résumer le livre et après de donner mon avis. On est dans un monde où quand tu as 16-17 ans par là, tu dois faire un test
pour qu'on te dise avec qui tu es compatible en termes d'amour. Et donc, en général, les gens se retrouvent avec une liste de 3-4 noms, tu vois, de personnes avec qui ils sont à peu près compatibles. Compatible, en gros, ça veut dire avoir plus de 50% de compatibilité avec la personne. Donc voilà, tu fais le test, tu te retrouves avec une liste de 3-4 noms, et puis tu dates ces gens pour savoir si ça match, etc., etc., si l'autre aussi match, tout ça. Et puis le but, c'est de se marier à 18 ans max, un truc comme ça, tu vois. Donc, c'est comme ça que ça se passe pour la plupart des gens. Il y a aussi des gens qui prennent le risque de se mettre en couple avant de faire le test, et ensuite, le couple peut passer le test pour savoir s'ils sont compatibles. S'ils sont compatibles, super, très chouette, ils se marient et on n'en parle plus. S'ils sont pas compatibles, et ben il va falloir matcher avec d'autres gens. Et là, c'est compliqué. C'est pour ça que les gens, en général, évitent de se mettre en couple avant le test, parce que si t'es pas compatible avec la personne avec qui t'es, tu dois changer, quoi. Vous voyez. Et donc, Elliot et son petit ami ont déjà passé le test il y a quelques temps, ils n'étaient pas compatibles. Enfin, pas au-delà de 50%, donc voilà, ils ont continué leur petit chemin, ils ont continué leur relation, etc., etc. Et ils ont le droit de repasser le test une deuxième fois. C'est ce qu'ils font, et ils sont toujours pas compatibles. Et donc là, c'est fini, c'est mort pour eux, ils peuvent pas rester ensemble, ils doivent se séparer et chacun épouser quelqu'un d'autre. Le jeune garçon se retrouve effectivement avec une liste de 2-3 noms, il va dater les jeunes filles, etc. etc. Mais pour Elliot, non, c'est pas Elliot, si. Mais pour Elliot, c'est différent. Elle a matché avec quelqu'un à 98,8%, ce qui est un record ultime. Et donc en fait, elle n'a pas le choix. Comme elle a matché à ce stade-là, elle doit être avec lui et avec nul autre. Elle a pas le choix. Il se trouve que cet homme, c'est le frère de son ex, du coup, et elle l'aime pas. Mais elle a pas le choix. Et donc on va les suivre tous les deux dans cette relation. On est en dystopie, donc on a quand même une histoire de révolte pas très loin, tu vois, d'anti-système qui couvre, parce que en plus le système ne va pas dans le sens d'Elliot, tu vois. Mais pour moi, il y a deux problèmes majeurs dans ce roman. Premièrement, les personnages. Les personnages sont plats, les personnages sont totalement inintéressants de mon point de vue. Vraiment, ils sont clichés et c'est des marionnettes. Vraiment, c'est des marionnettes de l'autrice. L'autrice leur fait faire littéralement ce qu'elle veut. Vous me direz, c'est le principe d'un livre, oui. Mais là, tu vois vraiment que les personnages font ça, vont là-bas, disent ça, marchent comme ça, s'habillent comme ça, parce que ça arrange l'histoire. Parce que si ça se passe différemment, l'autrice ne pourra pas faire ce qu'elle veut. Il y a notamment une conversation lunaire où en fait, en lisant la conversation, c'est ce que je vous disais dans le dernier update, en lisant la conversation, je me suis dit, c'est impossible qu'elle réagisse comme ça. C'est impossible que en fait, quand tu aimes quelqu'un et que ça se termine, je sais de quoi je parle récemment, non mais sans déconner, quand tu aimes quelqu'un et que ça se termine et que cette personne te dit des choses auxquelles tu ne t'attends absolument pas, tu ne peux pas avoir de répartie, tu ne peux pas avoir de réponse. Tout ce que tu as, c'est... En fait, t'es littéralement bouche bée. Tu te retrouves en mode, mais d'où ça sort? Enfin, j'ai pas vu venir le truc, tu vois. Ça marche en amitié, ça marche en amour, ça marche dans le boulot. Quand une personne en face de toi te sort un truc à laquelle tu n'étais absolument pas préparé, tu ne peux pas avoir de répartie. Tu ne peux pas avoir de réponse constructive. Tu peux soit hurler, soit t'énerver, soit pleurer, mais tu peux pas continuer à avoir une conversation en mode monsieur, madame, tout le monde, ah oui d'accord, très bien. Non. Et c'est ce que fait Elliot. Son monde s'écroule. Vraiment, la personne en face d'elle a une réaction qu'elle trouve totalement lunaire, mais elle arrive à avoir une conversation tout à fait normale, tout à fait construite, à faire des phrases, sujet, verbe, complément. Ben non, en fait. Vraiment. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxiime chose, c'est la construction elle-même du roman. C'est-à-dire que on a des scènes qui traînent en longueur. On a des scènes interminables. Après, c'est peut-être dû au fait que j'aime pas les personnages. Du coup, je trouve que leurs conversations et les moments où on est avec eux sont pas ouf, tu vois. Mais vraiment, je trouve qu'il y a des trucs qui seraient... Il y a des scènes qui servent à rien. Au début, je suis en mode bon, on avance, tu vois. Et d'un coup, 3 mois plus tard, il s'est passé ci, il s'est passé ça. C'est leur nouvelle dynamique. Alors vous le savez, j'aime pas quand ça fait ça dans les romans, quand on a des ellipses comme ça vraiment très grandes, j'aime pas ça. Mais là, j'étais en mode, mais
des trucs que je trouve pas intéressants, pas importants, on y passe des pages et des pages et tu en fais des caisses et des caisses pour m'expliquer bien le truc que j'ai compris, tu vois. Et des trucs que je trouve intéressants même pour le monde de dystopie en lui-même, tu me les passes comme ça et tu me dis ah bah c'est bon c'est fait. Et non en fait. Enfin genre, j'étais en mode mais il y a un problème de construction dans le roman là, vraiment il y a des trucs qui clochent. Et ce qui m'a vraiment fait dire ok stop j'arrête, c'est le personnage masculin. Moi j'ai besoin de m'attacher au personnage masculin, j'ai besoin d'apprécier le personnage masculin. Ou alors si vraiment il faut qu'on le déteste, il faut que le personnage féminin soit à la hauteur. C'est pas le cas ici. Le personnage féminin n'est franchement pas ouf et le personnage masculin nous est clairement présenté pour qu'on le déteste comme Elliot le déteste. Du coup je n'ai rien à quoi me raccrocher. Ni l'univers, ni les personnages, ni la dynamique, ni l'écriture, ni la construction. Il n'y a rien qui va pour moi. Donc au bout de 75 pages, j'ai lâché l'affaire. On en a fini avec mes coups de gueule et mes lectures pas ouf. On revient à des petits livres jeunesse que j'ai terminés et que j'ai appréciés. Et le suivant, c'est 10 minutes de dingue, donc le tome 3 de la saga 10 minutes, écrit par Jean-Christophe Tixier. Et franchement, j'ai bien aimé parce que je me demandais un peu comment l'auteur allait continuer cette histoire de 10 minutes, parce que vraiment, il y a toujours un jeu de mots et il y a toujours un truc avec à 10 minutes près, 10 minutes plus tard, etc. dans les 2 premiers tomes. Et au bout d'un moment, je me suis dit, on va tourner en rond, tu vois. Et en fait, non. Ici, on change de point de vue. Dans les tomes 1 et 2, on est avec Tim qui vient quitter ses 2 meilleurs copains en banlieue parisienne et d'emménager dans la campagne française de je sais pas quel département, mais très très loin de Paris. On est à une époque où le réseau n'est pas partout, vous me direz c'est toujours le cas, mais là tu sens que c'est le début des ordinateurs, le début des téléphones, tout ça. Et lui, en banlieue parisienne, il était habitué à avoir une bonne connexion, un ordi et tout, et en campagne ça marche plus bien. Donc voilà, il va un petit peu explorer la campagne, tout ça. Dans le tome 1 notamment, il va arracher le papier dans sa chambre et ça va déboucher sur une espèce de chasse au trésor avec sa voisine. Dans le tome 2, ses 2 meilleurs amis, donc Matt et Félix, viennent le voir et vivent ensemble une aventure, c'est les vacances, tout ça. Et là, en fait, on va suivre Matt, qui est donc en banlieue parisienne, dans son immeuble, etc., avec Félix. En gros, ils ont lancé un espèce de concours, Matt, Félix d'un côté et Tim et Léa de l'autre. Donc Léa, c'est la voisine de Tim. Ils ont lancé un concours de skateboard. Et donc, Matt et Félix doivent tourner une vidéo et puis ensuite la monter pour la publier sur YouTube et la donner et participer au concours avec leurs amis, tu vois. Et donc, ils doivent faire des tricks avec leur skate, tout ça. Ils essayent de mettre en place un scénario, de filmer, tout ça. Sauf que, au milieu de ce scénario, ils vont se retrouver embarqués dans un truc d'adultes qui n'ont pas vu venir. Ils n'ont rien à voir dans le public, mais en fait, les gens en face croient qu'ils sont liés au truc. Et donc, ça part en couille. Vraiment, on parle d'enfants de 11-12 ans, tu vois, qui se retrouvent mêlés dans des trucs pas très légaux, faits par des gens de 20-25 ans. Ils sont pas hyper adultes non plus, mais vous voyez, tu vois, il y a quand même beaucoup d'écart entre les deux. Et donc, Matt se retrouve vraiment embarqué dans une aventure, un truc, mais t'es en mode, mais what the fuck. Et en fait, normalement, quand je lis ça en jeunesse, j'ai toujours un moment au cours de ma lecture où je me dis, mais c'est pas possible que ça arrive dans la réalité. Parce qu'ici, on est en contemporain. Il n'y a rien de fantastique, il n'y a rien de surnaturel, on est vraiment en contemporain pur, et il arrive des trucs de dingue. 10 minutes de dingue. Et là, non. Aujourd'hui, je suis capable de me dire, dans la vraie vie, en banlieue parisienne, ça n'arrive pas. Peut-être que si, mais dans ma tête de bisounours, ça n'arrive pas. Mais pendant ma lecture, je suis tellement à fond avec le personnage, avec ce qui lui arrive, avec ce qui se passe, qu'à aucun moment, je me dis, on est dans un... En fait, je suis tellement à fond avec les personnages que j'en oublie qu'on est dans une histoire et j'ai même pas le réflexe de me dire, ah bah oui, mais c'est fictif. Je suis à fond, vraiment, alors que je suis adulte et que c'est pour les enfants. Franchement, j'adore cette saga, je la trouve absolument géniale et je peux que vous la recommander. Et le dernier livre pour cette update, c'est Les plieurs de temps de Manon Fargeton. Donc ici, le tome 2, Anthony, à 5 minutes
prêt. J'ai beaucoup aimé le tome 1. Vraiment, moi je suis pas très science-fiction et ici on parle quand même de jouer avec le temps, d'arrêter le temps, de remonter le temps. C'est pas des thématiques avec lesquelles je suis habituée, mais ici en jeunesse, franchement, ça passe et ça passe plutôt bien. Donc dans le tome 1 on suit Robin qui découvre une horloge qui va lui permettre de jouer avec le temps. Le tome 1 c'est Robin à la dernière seconde, et donc voilà, on le suit à l'école avec ses histoires de jouer avec le temps, et il va apprendre pas mal de choses sur ce qui se passe quand tu modifies le temps et le cours du temps. Et donc Anthony, on l'a rencontré dans le tome 1. Anthony, en gros, c'est la brute de l'école. C'est le garçon un peu grand, un peu gros, qui martyrise ses camarades juste parce qu'il en a envie. Et donc ici, c'est le personnage principal. Je l'avais dit en vlog à l'époque où je l'ai lu également. J'avais peur parce que pour moi, il n'y a rien, je dis bien, il n'y a rien qui justifie le fait que tu harcèles tes camarades, que tu critiques toujours la même personne pour toujours la même raison, que tu t'acharnes sur une ou plusieurs personnes. Il n'y a rien qui justifie ça. C'est comme quand tu regardes une vidéo de true crime où on t'explique que le gars il a massacré 10 jeunes filles parce que il est complètement parce que c'est ce qu'il fait kiffer, tu vois, et qu'après on t'explique qu'il a eu une enfance malheureuse et que son père blablabla. Ça explique pourquoi il en est arrivé à faire ça, mais ça ne justifie rien, ça n'excuse rien. Bah là c'est pareil en fait. C'est pas parce qu'il t'explique que chez lui, gna gna gna, que patati que patata, qu'il a le droit de faire ce qu'il fait. Pas du tout en fait. Et donc j'avais peur de ces justifications là. Mais l'autrice le fait de manière assez intelligente, c'est-à-dire qu'on est donc dans sa tête à lui, et lui-même n'est pas en mode ouais ma vie c'est de la merde, du coup je m'acharne sur les gens. Il t'explique ce qu'il fait, t'es dans sa tête à lui, donc tu comprends qu'il n'est pas très à l'aise avec ce qu'il fait, mais que de son point de vue il trouve pas d'autre solution et il sait pas comment faire autrement. En fait ça fait aussi tellement longtemps qu'il agit comme ça, qu'il en est à un stade où il sait plus comment faire autrement, et il se dit que si du jour au lendemain il devient gentil, les autres vont se venger, et donc ça va lui revenir dessus. C'est bien fait, vraiment, et à aucun moment il est en mode c'est justifié que je fasse ça. Il te donne les éléments, on est dans sa tête à lui, il t'explique sa manière de penser, sa manière de faire, et en tant que lecteur-lectrice, tu te fais ton point de vue. Franchement, c'est aussi un bon point de vue, un bon angle pour aborder cette thématique-là avec les enfants, et peut-être aussi avec les enfants qui font ça, justement, parce qu'on a tendance à sensibiliser les gens sur si ça t'arrive, il faut le dire, il faut en parler aux adultes, à l'école, aux surveillants, aux professeurs, à tes parents, oui, mais il faudrait aussi sensibiliser les gens qui font ça pour qu'ils arrêtent de le faire d'eux-mêmes en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je trouve que c'est pas si mal. En gros ici on suit donc Anthony qui a aussi lui-même un moyen de jouer avec le temps à 5 minutes près. Du coup, et voilà, on le suit dans son quotidien, et ce tome 2 se passe en parallèle du tome 1. C'est-à-dire qu'il démarre au même moment, cette histoire de match de foot et d'escargot. Voilà. Le tome 2 démarre au même moment que le tome 1, et on va suivre l'histoire de Anthony en parallèle de celle de Robin, si on l'a lu avant évidemment. Et voilà, et on suit ça, et on voit donc Anthony qui s'amuse un petit peu avec le temps et qui va avoir quelques perturbations sur son pouvoir. En fait la différence c'est que dans le tome 1, Robin découvre ce pouvoir qu'il peut avoir, et nous on le découvre en même temps que lui, on est avec lui quand il découvre ça, quand il le met en place, quand il apprend à s'en servir, etc., etc. Alors que ici, dans le tome 2, au moment où on découvre Anthony, il a déjà ce pouvoir-là, il sait déjà s'en servir, il sait déjà comment ça fonctionne, il s'en sert déjà, et du coup on va le voir évoluer avec ça, on va le voir s'en servir, et il va y avoir des perturbations avec son pouvoir dues avec ce qui se passe dans le tome 1, et on suit ça. Franchement j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai bien aimé ce tome 2, j'ai pas encore trouvé le tome 3, donc du coup j'ai pas encore acheté le tome 3, il y a 4 tomes en tout dans la saga, et le tome 3 m'intéresse vachement parce qu'il est avec Camille du coup, et franchement j'ai hâte, donc il faut vraiment que je le trouve, et je vous conseille vraiment cette saga de nouveau.
Je pense que vous l'entendez, je suis en train de perdre ma voix, du coup il est temps que j'arrête de parler et que j'arrête cette vidéo. J'espère que cet update vous a plu, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à demain.